Donc aujourd'hui, on va commencer avec la région axillaire. En fin de compte, c'est la partie la plus importante du membre inférieur. Alors, c'est quoi la région axillaire? Si vous mettez votre main dans votre creux de l'Excel, vous voyez que justement, ça forme un creux. OK, attendez. Donc là, je vais mettre sur pour que vous puissiez mieux voir. Donc, quand vous mettez votre main, vous sentez un creux. Ah, j'aurais dû mettre un maillot à bretelles. Donc ici, vous sentez qu'il y a un muscle. OK? Donc le creux, il a plusieurs parois. Là, antérieur, vous pouvez le prendre à pleine main. Bon, ceux qui ont des pectoraux, c'est la paroi antérieure. En arrière, vous allez sentir, si vous mettez votre main dans le creux, la paroi postérieure. Et puis votre thorax ici, c'est la paroi latérale, tandis que le bras, OK, la partie du bras qui fait partie du creux axillaire, c'est la paroi, euh, euh, c'est la paroi latérale. Donc, c'est cette région-là que nous allons justement étudier. On va retourner à notre présentation. Donc, est-ce que on a plus ou moins compris ce que je vous ai montré? Donc, c'est le creux de l'aisselle qu'on va étudier. Hmm. Une raison que j'ignore. OK. On y est presque. Attendez. On va finir, on va y arriver. La présentation en ligne. Bon, alors, on a fini par y arriver. La région axillaire, comme on dit, ou le creux de l'aisselle. Donc, c'est la voie d'accès aux membres supérieurs. OK? C'est une aire de transition entre le bras et le cou. Et cette région est formée par la clavicule en haut, en avant, la scapula, donc mon curseur, le pointeur. OK. Donc, ici, nous avons, donc, vous avez la clavicule en avant et en haut. En arrière, on voit plus, on ne voit que l'acromion. Ici, c'est la scapula, OK? La paroi thoracique, ici, la paroi thoracique supérieure, l'humérus, ici, et les muscles associés, OK? Alors, cette petite partie qu'on a mis, la peau, c'est là que tout le monde, c'est quand vous mettez votre main
Donc, votre aisselle, c'est là que vous mettez votre main. OK? Là, on a mis la peau, ici. Est-ce que tout le monde voit le pointeur? OK, oui, tout le monde voit. Ça va. Donc, c'est cette région-là que nous allons étudier. Et on compare cette fosse axillaire à un espace pyramidal irrégulier avec donc quatre côtés ou parois que je vous ai montré en palpant. OK, on les voit grosso modo ici. OK, ici vous avez la face antérieure, c'est-à-dire la paroi antérieure. Ici vous avez la partie qui est par transparence et qui montre la cage thoracique, c'est la paroi médiale. La petite partie qui comprend l'humérus, c'est la paroi latérale. Et en arrière, on voit une petite partie de l'arrière de la paroi postérieure. Et actuellement, cette pyramide a un sommet et elle a une base ou un plancher. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a compris les quatre côtés, le sommet et la base ou plancher. Monsieur, Personne. pouvez-vous reprendre les papiers, s'il vous plaît? Hein? Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que tu étais là au début du cours? Oui, OK. Donc, attends voir. Ouvre ton écran. Ouvre, ouvre ta caméra. Voilà, allume ta caméra. La personne qui m'a dit de reprendre. monsieur, je suis malade. Oh, wow. Tu es malade. Donc, parce que tu es malade, tu veux pas ouvrir ta caméra. Donc, tu n'aurais pas été présent au cours. Non, Attendez. Bon, alors, pour comprendre, comprendre le schéma, c'est assez compliqué. OK? Donc, vous avez cette première partie, qui est la paroi antérieure. Maintenant, par transparence, vous voyez la cage thoracique, la partie supérieure de la cage thoracique. C'est la paroi médiale. Maintenant, à l'opposé, vous avez une toute petite partie de l'humérus. OK? Qui forme la paroi latérale. Maintenant, en transparence, on le voit simplement ici, c'est la paroi postérieure. Nous avons un sommet et nous avons une base. Vous pouvez toucher toutes ces parois-là lorsque vous mettez votre main dans le creux de l'aisselle. Maintenant, l'orifice supérieur est en relation avec le cou. Donc, on parle de cette partie-là qui est en relation avec le cou. OK? C'est aussi en relation avec la partie, tandis que la partie latérale du plancher s'ouvre vers le bas. Donc, l'orifice supérieur est en relation avec le cou et la partie latérale ici du plancher s'ouvre vers le bras. Donc, le plancher a deux parties, une partie médiale et une partie latérale. Toutes les structures majeures qui arrivent au bras ou en partent passent à travers la fosse axillaire. Les ouvertures formées entre les muscles des parois antérieures et postérieures permettent aux structures vasculaires et nerveuses de passer de la fosse axillaire aux régions adjacentes, c'est-à-dire
la région scapulaire postérieure qu'on a vue déjà et qu'on a vu ces orifices-là, la région pectorale et deltoïdienne. Donc ça, c'est une grande différence avec le membre inférieur parce que le membre inférieur, on avait vu, il y avait plusieurs orifices de passage. Ok, le plus volumineux était celui qu'on avait en antérieur, qui passait sous le ligament inguinal. Tandis que pour le membre inférieur, il n'y a qu'un seul endroit, c'est la région axillaire. Donc, on a vu, en gros, ces différentes parties, sommet, base, antérieur, latéral, médial et latéral. Donc, on va voir ces parties-là en particulier. Et on va commencer avec l'ouverture axillaire, OK, qui est ici. Donc, l'ouverture axillaire est orientée dans un plan horizontal. Donc, on voit bien que c'est grossièrement horizontal avec une toute petite pointe. Donc, un plan horizontal. Avec son sommet en position latérale. Les bords de l'orifice supérieur sont formés par des os. Donc, le bord médial et le bord latéral de la première côte. On voit dans le schéma, dans ce schéma ici, la première côte. Tandis que le bord antérieur est la face postérieure de la clavicule. Nous avons la clavicule ici, donc c'est son bord postérieur. Le bord antérieur, pardon, est formé par la face postérieure de la clavicule, tandis que le bord postérieur est le bord supérieur de la scapula en dedans du processus coracoïde. Donc, on le voit très peu sur ce schéma-là. Donc, le sommet, encore appelé ouverture axillaire. L'apex du triangle représente l'ouverture de la fosse axillaire est latérale et est formée par le bord médial du processus coracoïde. Excusez-moi, mais il y a des personnes que je dois admettre. Ça me gêne un petit peu. Je crois que je dois admettre que je dois m'arrêter pour admettre des personnes. Donc, les principaux vaisseaux et nerfs venant du cou au bras passent au-dessus du bord latéral de la première côte et traversent l'ouverture axillaire. Qu'est-ce que nous avons qui va passer? Nous avons l'artère subclavière, principal vaisseau qui vascularise le membre supérieur, devient l'artère axillaire après avoir croisé le bord latéral de la première côte et pénétré dans la fosse axillaire. De manière similaire, la veine axillaire devient la veine subclavière quand elle passe au-dessus de la première côte. Rappelez-vous que les veines et les artères sont en sens inverse. Donc, l'artère va de haut en bas, tandis que la veine va de bas en haut. Au niveau de l'ouverture axillaire, la veine axillaire est antérieure à l'artère. On le verra dans les précédents, dans d'autres schémas. Et artère et veine axillaire sont entourées par des faisceaux du plexus brachial. On le verra ensuite. Le faisceau inférieur le plus bas du plexus brachial passe juste sur la première côte dans le cou, comme l'artère et la veine subclavienne. L'artère et la veine axillaire, à ce niveau, sont séparées par l'insertion des muscles scalaires antérieurs sur la première côte.
on va pas réellement voir les muscles scalènes. OK? Donc, sur le schéma, nous avons des résumés. Ainsi, le sommet, on voit ici, on ne le montre pas avec les os, OK? Le sommet, qui est la même chose que l'ouverture, il est formé du bord latéral de la première côte, de la clavicule, du bord supérieur du processus coracoïde de la scapula. La paroi antérieure, c'est les muscles grands et petits pectoraux, mais aussi en haut, le muscle subclavier et le fascia qui va relier tous ces muscles-là qu'on appelle le fascia clavipectoral dans d'autres littératures. On va parler du fascia clavipectoraxillaire. La paroi latérale, nous avons le sillon intertuberculaire. On se rappelle, le sillon intertuberculaire, c'était le sillon qui se trouvait entre le tubercule majeur et le tubercule mineur, qui sont tous les deux, OK, qui se prolongent par une crête qui forme le sillon. Et la paroi médiale, qui est la paroi thoracique supérieure, une paroi thoracique qui est formée de la paroi thoracique supérieure et le muscle dentelé antérieur. Le plancher qui a deux parties. OK? La peau du bras et l'ouverture latérale vers le bas. Et la deuxième partie ici, qu'on n'a pas nommée, mais on va mieux la voir dans le schéma à côté. La paroi postérieure, qui elle sera formée de tous les muscles qu'on avait vus dans la région scapulaire postérieure, c'est-à-dire muscles subscapulaires, grand rond, grand dorsal et chef long du triceps brachial. Maintenant, nous avons à côté, nous avons le schéma qui est complété, où on va voir l'artère qui va passer. OK? Donc, je répète, cette partie-là, c'est quand vous mettez votre main dans votre creux de l'aisselle, c'est là que vous mettez. Donc, si vous palpez vers l'extérieur, en dehors, vous allez pouvoir prendre le pouls de la l'artère axillaire qui se trouve dans la gaine axillaire. Donc, je vais agrandir pour qu'on puisse mieux voir. Mais on se rappelle, dès que j'agrandis, bon, je ne peux pas aller au tableau pour vous montrer avec la main. Donc, dès que j'agrandis, je ne peux plus utiliser mon pointeur. Donc, nous avons la gaine axillaire qui va entourer artères, veines, nerfs et lymphatiques. OK? On retrouve l'ouverture axillaire. OK? L'espace qui vont délimiter les parois forment la fosse axillaire et la base elle-même. On va voir la partie du plancher où on peut mettre le doigt et qui va donner, et vous avez la partie qui est marron clair qui forme la peau du plancher de la fosse axillaire. Et en dehors, vous avez tout le reste qui reste collé au bras. OK? D'accord. On continue. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Parce qu'on a fini avec le sommet. Maintenant, on va voir la paroi antérieure. Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Tout à l'heure, vous avez dit que les vaisseaux qui passent par le nerf, non, qui nervent dans le cou vers le bras, Toutes les structures qui passent, qui vont dans le bras, oui, qui sortent du bras, qui vont au cou, passent par la région axillaire. Ça va? merci, monsieur. Parce que pour le membre inférieur, on avait plusieurs orifices, plusieurs espaces. OK, pour le membre inférieur. Mais pour le membre supérieur, on n'a qu'un seul endroit, c'est justement la région axillaire. Donc, le sommet se trouve vers le cou. Maintenant, on va voir la paroi antérieure qu'on peut prendre qu'on peut prendre, on peut palper
et on peut même le pincer entre le pouce et l'index. La paroi antérieure, c'est tout ça. Elle est formée par la paroi antérieure est formée par la partie latérale du muscle grand pectoral, les muscles pectoraux mineurs et sous-clavier, sous-jacent et le fascia clavipectoral. Donc, pour la paroi antérieure, nous avons deux plans. Le premier plan que nous voyons ici, qui est formé par le muscle grand pectoral, mais comme la cavité axillaire, ce n'est que à partir d'ici, donc c'est pour ça qu'on parle de préférence de la partie latérale du muscle grand pectoral. Et puis, en dessous, c'est le deuxième schéma qui va nous montrer ça. Ici, vous avez une aponévrose qui va tout envelopper, qu'on appelle l'aponévrose clavipecto-axillaire. Et par transparence, vous voyez le subclavier qui, vu son nom, il explique très bien, qui se trouve au niveau en dessous de la clavicule. Et vous avez le plan profond formé par le petit pectoral. OK? Donc, on va parler du plan superficiel qui est formé par le grand pectoral. Le grand pectoral, c'est le muscle du grimpeur en avant, le muscle du grimpeur en arrière étant le grand dorsal. Donc, le nappe fait barre fixe. Vous développez en avant votre grand pectoral et en arrière votre grand dorsal. OK? Donc, le muscle grand pectoral est le muscle le plus grand et le plus superficiel de la paroi antérieure. Sa marge inférieure sous-tend le pli axillaire antérieur qui marque le bord antéro-inférieur de l'aisselle. Ici. OK? Le bord antéro-inférieur de l'aisselle. Le muscle a deux têtes. La tête claviculaire, tête ou chef. Donc, c'est la même chose que chef claviculaire. OK? Donc, la tête claviculaire qui provient de la moitié médiale de la clavicule, pour préciser plus précisément du bord antérieur de la clavicule. Et la tête sternum et côte, donc sternocostale, provient de la partie médiale de la paroi thoracique antérieure. Souvent, les fibres de cette tête continuent en bas et en dedans, continuent en bas et en dedans de se fixer à la paroi abdominale antérieure, formant une partie ici, une partie abdominale antérieure, formant une partie abdominale supplémentaire du muscle. Et ce muscle va donc s'insérer sur la lèvre latérale du sulcus intertuberculaire de l'humérus. OK, on se rappelle, le sillon intertuberculaire de l'humérus va donc avoir trois parties, une berge médiale, une berge latérale et un fond. Donc lui, c'est sur la berge intertuberculaire de l'humérus. Les parties du muscle d'origine supérieure sur le tronc s'insèrent plus bas et plus en avant sur la lèvre latérale du sulcus intertuberculaire que les parties du muscle d'origine inférieure. Tout ça, vous retenez que sur la lèvre, ça s'insère simplement sur euh, la lèvre, peut-être encore, la lèvre latérale, voilà, la lèvre latérale du sillon. OK? Et en fin de compte, agissant ensemble, les deux têtes du grand pectoral fléchissent et font une adduction et font tourner médialement le bras au niveau de l'articulation gléno-humérale. Donc, on va revoir ça dans le fameux tableau. Donc, vous avez le grand pectoral qui a donc deux chefs, un chef claviculaire et un chef sternocostal. OK? En dessus du grand pectoral, on va retrouver le muscle sous-clavier en haut et le muscle petit pectoral en bas.
de façon plus détaillée. Oui, oui, c'était quoi la question? Ben, c'est quelqu'un qui a oublié de fermer son micro, c'est ça? OK. Donc, nous avons en haut, nous avons le subclavier et en bas, nous avons le muscle petit pectoral. Et ils sont tous reliés par la fameuse aponévrose clavipectoro-axillaire. OK? Le muscle petit pectoral, c'est lui qui vous permet de voûter votre dos. Donc, ici, on voit ça de façon plus détaillée, plutôt. En résumé, vous avez le grand pectoral dont la fonction, c'est la flexion, adduction et rotation médiale du bras au niveau de l'articulation gléno-humérale. OK? Et on se rappelle, on avait deux chefs. Donc, le chef claviculaire va surtout faire la flexion du bras en extension, tandis que le chef sternocostal va plutôt faire l'extension du bras fléchi. OK? Bon, l'innervation, ce sont les nerfs pectoraux. Et comme vous voyez ici, la terminaison, c'est bien la lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus. OK? Le subclavier sort en dessous de la clavicule. OK? Et il va, ces tout petits mouvements, il va abaisser le moyen de l'épaule. Et en plus, il va mettre la clavicule médialement pour stabiliser, pardon, l'articulation sternoclaviculaire. Et le petit pectoral, l'action, il abaisse l'épaule et attire la scapula en avant. Donc, c'est l'action de, quand vous essayez de voûter votre dos, la partie supérieure du dos, c'est le petit pectoral qui le fait. OK? Dans certains livres, on a ajouté que on donne des points fixes au petit pectoral, pas dans le gré anatomique. Que si maintenant le petit pectoral prend son point fixe sur la scapula, donc ce qui implique que, on se rappelle, la scapula a des muscles qui la relient au tronc, et ces muscles-là sont des muscles fixateurs de la scapula. Donc si la scapula est, est fixe, OK, à ce moment-là, elle va tirer sur les côtes où s'attache le petit pectoral et le petit pectoral deviendra donc un muscle inspirateur accessoire. OK, donc ça, c'est la paroi antérieure qui est faite de deux plans musculaires. Le premier plan musculaire est donné par le muscle grand pectoral, c'est le plan superficiel, et le deuxième plan profond est donné par les muscles subclaviés et petit pectoral, ces muscles-là étant reliés par l'aponévrose clavipectoro-axillaire. La paroi médiale, elle est faite par la partie thoracique supérieure, OK? Et cette partie thoracique supérieure, elle est enveloppée par un muscle, OK, qui est le serratus antérieur, encore appelé le grand dentelé. OK? Donc maintenant, quand on décolle la scapula, là, c'est la scapula étant collée sur le dentelé antérieur. Et ce dentelé antérieur, il agit comme une espèce de ménisque pour la scapula. Bon, si vous avez regardé les mouvements de la scapula, vous voyez que la scapula, elle peut faire des mouvements de sonnette, des mouvements de rotation, de sonnette. OK? Et tout ça, c'est possible parce qu'elle va glisser sur le muscle serratus antérieur ou grand dentelé. OK? Donc, quand on le décolle, on le voit mieux. OK?
Et vous avez prochain qui vous donne justement l'action. Il est abducteur, abaisseur et rotateur latéral de la scapula. Il garde le bord médial et inférieur de la scapula appliqué contre la paroi thoracique. Donc, ça, c'est la paroi médiale de la région axillaire. Et nous avons donc en clinique, cette clinique va se rapporter à ce nerf qu'on voit ici, OK? Le nerf long thoracique ou méthoracique long. Quand il ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir ce qu'on appelle la scapula alata, OK? Ça veut dire le décollement de la scapulaire. OK? Décollement scapulaire. Donc, ici, c'est une épaule normale. Là, c'est une épaule qui a la scapula alata. Et ici, il a les deux côtés, il a la scapula alata. Donc, le patient doit donner face à un mur et il doit appuyer sur ses membres. Donc, parce que le nerf long thoracique passe le long de la paroi thoracique latérale et sur la surface externe du muscle serratus antérieur, juste profondément à la peau et au fascia sous-cutané, il est vulnérable au dommage. La perte de fonction de ce muscle provoque l'élévation du bord médial et en particulier de l'angle inférieur, ici, de l'omoplate par rapport à la paroi thoracique, ce qui entraîne une aile scapulaire, scapula alata, caractéristique de l'omoplate, en poussant vers l'avant avec le bras. Donc, c'est tant comme on avait fait push-up, mais il prend appui sur le mur. De plus, l'élévation normale du bras n'est plus possible. Parce que si vous avez regardé l'élévation du bras, vous allez voir que dans les derniers degrés, l'élévation à 180 degrés se fait grâce justement au grand dentelé. Maintenant, la partie latérale. La partie latérale, Monsieur, attendez, s'il vous plaît. oui, oui. Pour le cas clinique, vous pouvez reprendre. Le cas clinique. Au parlement des mounins, et c'est font push-up campé. Donc, il va être face à un mur, OK? Les pieds un petit peu plus en arrière que les mains, et il prend appui sur le mur. Et quand il prend appui sur le mur, qu'est-ce qui se passe? Ou après que tous les deux omoplates, alors, côté qui atteint, ou après omoplate là qui décollé. Ceci est dû à l'atteinte du nerf, que l'avez montré sur le schéma ici, le nerf long thoracique. OK? Parce que c'est ce nerf-là, thoracique long, qui va innerver le dentelé antérieur. Or, c'est le dentelé antérieur qui colle l'omoplate sur la cage thoracique. Donc, si ce nerf-là ne, ne marche pas, le muscle ne marche pas, premier signe que nous allons avoir, on va avoir un décollement scapulaire. Là, il n'a pas ça de ce côté, mais il l'a ici. OK? Et c'est ce qu'on appelle décollement scapulaire ou scapula alata. En plus, dans l'élévation du bras à 180 degrés, les derniers, si je ne me trompe pas, les 15 ou 25 derniers degrés pour que le bras puisse monter à 180 degrés sont donnés grâce à l'action du grand dentelé. Donc, comme celui-ci ne marche plus, l'élévation normale du bras n'est plus possible. Ça va? Oui, monsieur. OK. Pour les autres, ça va aussi? Tout le monde me suit? Bon, si vous ne Ok. répondez pas, Monsieur, vous avez dit Oui, monsieur. pour, Oui, monsieur. monsieur, allô? pour la paroi médiale. Oui, allô? Oui?
Vous avez dit que la paroi médiale est entourée de la dentelette antérieure. Du muscle dentelé antérieur. Il entoure, il fait le tour de la partie supérieure du thorax, comme on le voit sur ce schéma-là. Tu vois? Il fait le tour. Là, on n'a pas que la partie latérale, mais il arrive pratiquement jusqu'au bord latéral, au bord spinal de la scapula. OK? Donc, il enveloppe. C'est mon qui compte bat fait, c'est ça, oui, les ailes là. Lorsque vous contractez ça, les bords ailes là. OK? Ça va? Oui, monsieur. Maintenant, la paroi latérale. La paroi latérale de l'aisselle est formée entièrement par le sillon intertuberculaire de l'humérus, OK, que l'on remarque ici, OK, avec les muscles grand dorsal et euh, grand rond, OK, qui vont se fixer respectivement au plancher et à la lèvre médiale du sillon intertuberculaire. Ensuite, nous avons la paroi postérieure, OK, elle est complexe parce que de haut en bas, on va avoir des muscles différents, OK? Donc, la structure osseuse est simplement formée par la face costale de la scapula, donc on ne voit pas parce que vous avez le muscle subscapulaire qui le cache, OK? Et ensuite, les muscles sont de haut en bas, le muscle subscapulaire, la partie terminale des muscles grand rond et grand dorsal, OK? Et la partie proximale du chef du long triceps. On a vu ces muscles-là déjà, mais en vue postérieure. OK? Et naturellement, ces muscles-là vont délimiter des espaces. OK? Je vais agrandir pour qu'on puisse les voir mieux. Vous avez l'espace axillaire latéral, l'espace axillaire médial et l'espace axillaire inférieur. Et dans le schéma, on vous remet à nouveau tout ce qui passe dans ces espaces. Donc, vous devez connaître les limites. Par exemple, l'espace axillaire latéral, il est formé en dedans par le chef long du triceps, OK? En dehors par l'os, en bas par le grand rond et en haut par le subscapulaire et le petit rond. Le petit rond se voit mieux en arrière, OK? Tandis que vous avez ici, et là-dedans, qu'est-ce qui va passer? Le nerf axillaire, la veine et l'artère, les artères circonflexes, donc elles vont faire le tour du col chirurgical de l'os, c'est pour ça qu'on les appelle circonflexes. Donc artère et veine circonflexe humérale postérieure. Tandis que dans l'espace axillaire médial, on va avoir l'artère circonflexe scapulaire qui va faire le tour du bord inférieur de la scapula. Et vous avez au niveau de l'espace axillaire inférieur qui est pratiquement l'orifice d'entrée du nez radial et de la branche profonde de l'artère brachiale profonde qui est une collatérale de l'artère brachiale. Donc cet espace axillaire inférieur, c'est la porte d'entrée au compartiment postérieur du bras. OK? Et naturellement, vous avez les muscles qu'on ne va pas reprendre ces muscles-là vu qu'on les a déjà vus dans la région scapulaire postérieure. Monsieur, est-ce que Oui. vous pouvez prendre pour moi les limites de l'espace axillaire latéral? Bon, je vais reprendre bien que, comme je vous ai dit, le cours est enregistré. Regardez bien. Bon, je ne peux pas, le problème, c'est que je ne peux pas le montrer parce que
Le curseur ne marche pas lorsque j'agrandis. Non, ça ne marche pas. Donc, si vous regardez bien l'espace axillaire latéral, à droite, donc ça veut dire en dedans, vous avez une partie du tendon du chef-long du triceps. Donc, la limite latérale, la limite médiale est le chef-long du triceps. La limite latérale, c'est l'os. La limite supérieure, en avant, ce sera le subscapulaire. En arrière, ce sera le petit rond. OK? On va le voir dans un autre schéma. Et la limite inférieure, c'est le grand rond. OK? Donc, le chef long du triceps va déterminer justement ces espaces. Espaces que l'on voit euh, de façon plus détaillée sur ce schéma. Et ce sont ces espaces qui permettent justement l'accès à la paroi postérieure. Donc, nous avons l'espace axillaire latéral, OK, qui permet le passage des nerfs et des vaisseaux de la fosse axillaire et à la région scapulaire, donc la région du dos, scapulaire postérieur. Dans la région axillaire, une vue antérieure en montre les limites. OK? Donc, vous avez le bord, comme j'ai dit, inférieur du muscle scapulaire, le col chirurgical de l'humérus, le bord supérieur du grand rond, le bord latéral du chef long triceps. Donc, vous avez tous ces espaces-là qu'on peut voir soit en vue postérieure, soit en vue antérieure. Et dans ce schéma-là, dans le deuxième schéma, vous avez tous les éléments qui passent. Donc, vous avez dans l'espace axillaire latéral, vous avez le nerf axillaire ainsi que l'artère et la veine circonflexe, comme on l'avait vu dans le schéma. L'espace axillaire médial, vous avez l'artère et la veine circonflexe scapulaire qui passent là-dedans. Tandis que pour l'espace axillaire inférieur, vous avez le nerf radial et l'artère brachiale profonde, qui est une branche de l'artère brachiale, et naturellement les veines associées. Et on reprend les muscles. Donc, ici, vous avez le tableau qui vous donne à quoi servent les muscles. Vous avez le subscapulaire, et ce qui est important pour moi, c'est ce qu'on a mis là. Le subscapulaire, il fait partie de la coiffe des rotateurs. OK? Ensuite, vous avez le grand rond, le grand dorsal et le chef-long du triceps qui, eux, ne font pas partie de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est tous ces muscles-là. Vous avez le supraépineux, OK, en arrière, en haut, donc vous avez le supraépineux, en haut et en arrière. En arrière encore, mais plus bas, vous avez l'infraépineux. Maintenant, en avant, vous avez le subscapulaire. OK? Donc, tous ces muscles-là vont envelopper la tête humérale et former ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Parce que si on se rappelle bien de l'articulation de l'épaule, de la scapulo-humérale, c'est une articulation qui n'est pas congruente, qui n'est pas concordante. Donc, on va avoir beaucoup de muscles pour essayer de stabiliser. Malgré tout, l'épaule reste et demeure l'articulation qui peut se luxer le plus facilement possible. Dernière partie, nous avons le plancher, ici. Il est formé par le fascia et le dôme de la peau qui s'étend entre les bords inférieurs des parois. OK? Il est renforcé par le fascia clavipectoro-axillaire. OK? Le pli axillaire antérieur est situé plus haut que le pli axillaire postérieur. Donc, ça veut dire que bon,
bord pointant, le bord antérieur, OK, est plus haut que le bord postérieur. OK? Et c'est la peau névreuse, clarivie pectoractaire, qui va tirer sur la peau du muscle, qui va donner ce creux-là. Donc, en dessous, les éléments vasculaires et nerveux venus de l'aisselle passent immédiatement en dehors du plancher. Donc, là, vous avez le plancher et en dehors. Donc, les vaisseaux vont passer en dehors du plancher où les parois antérieures et postérieures de l'aisselle convergent et où l'aisselle se continue avec le compartiment antérieur du bras. Donc, ici, vous avez le compartiment antérieur du bras. Donc, tout ça, c'était les limites de la région axillaire, la fosse axillaire. Est-ce que vous avez des questions? Parce que maintenant, on va voir le contenu de la fosse axillaire. Oui, monsieur. Est-ce qu'on Oui, peut dire plancher ou base? c'est la même chose. D'accord, merci. D'autres questions? Pour la paroi postérieure, monsieur, je n'ai pas bien saisi les lignes. J'ai pas bien saisi quoi? Les limites des espaces axillaires antérieurs, tout ça. Ben, on l'a vu dans la région, on l'a vu dans la région scapulaire postérieure. OK? De toute façon, laisse-moi te montrer, tu as d'abord, ici, de ce côté-là, tu as les limites. Et si tu vas dans le livre, par exemple, le livre te passe quand tu lis espace axillaire latéral dans le livre, il permet le passage des nerfs et des vaisseaux de la fosse axillaire et à la région scapulaire postérieure. OK? Dans la région axillaire, une vue antérieure montre le bord inférieur, montre les limites. Le bord inférieur du muscle subscapulaire, qui a une limite, la limite supérieure. Le col chirurgical de l'humérus, qui est la limite latérale. Le bord supérieur du grand rond, qui est la limite inférieure. Et le bord latéral du chef long du triceps, qui est la limite médiale. Ça va? Donc, il faudra voir le schéma en lisant le livre pour bien comprendre. Ça va? Ok, monsieur. OK. Oui, monsieur. Le Donc, plateforme, quoi? Qu'est-ce que tu as le dit? plancher. Hein? Le plancher est formé par quoi? Alors, vous ne m'entendez pas? C'est pas clair. J'ai entendu le muscle et j'ai pas entendu le mot après. Le plancher est formé par quoi? Ah, le plancher. Attends-moi. 2 minutes. Le plancher. Le plancher, c'est ce que tu touches avec ta main quand tu mets ta main dans le creux de l'aisselle. OK? Nous avons ici le plancher. OK? C'est formé par le fascia et le dôme. Ouais, tu vois, il y a un dôme là, de peau qui s'étend entre les bords inférieurs des parois. Il est renforcé par le fascia clavipectoral qui va tirer sur le sommet du dôme. OK? Et vous avez 2 plis. OK? Le pli axillaire antérieur et le pli axillaire postérieur. Le pli axillaire antérieur monte plus haut que le pli axillaire postérieur. Ça va? Oui, monsieur. OK. Donc, contenu de la fosse axillaire. Donc, les principaux vaisseaux, nerfs et éléments lymphatiques du membre supérieur passent à travers la fosse axillaire. Cet espace contient aussi la partie proximale de 2 muscles importants du bras, biceps, triceps, le processus axillaire du sein. On se rappelle, on a vu ça dans la vue globale,
et un réseau de nœuds lymphatiques qui drainent le membre supérieur, la paroi thoracique et le sein. Les parties proximales des muscles biceps brachial et coracobrachial passent à travers la fosse axillaire. Et comme on a cité les muscles, on vous donne ces muscles, biceps brachial et coracobrachial. OK? Donc, le biceps, comme on le sait déjà, c'est un puissant fléchisseur de l'avant-bras au niveau du coude, mais c'est aussi un supinateur de l'avant-bras. Donc, il porte la main, la paume de la main en avant. Si le coude est fléchi à 90 degrés, ça porte la paume de la main en haut. OK? Et accessoirement, c'est un fléchisseur du bras parce que, comme on le verra sur le schéma, c'est un muscle biarticulaire. Il a donc une action sur les deux articulations, articulation de l'épaule et articulation du coude. Tandis que le coracobrachial lui-même, c'est un muscle qui va s'attacher que au niveau du bras. Donc, il va avoir donc, de l'épaule au bras, il sera un fléchisseur du bras au niveau de l'articulation gléno-humérale. Et on vous montre les deux muscles ici que vous avez. Biceps, OK? Vous avez un tendon ici et un autre tendon qui fait le tour de la tête. Donc, le tendon qui fait le tour de la tête, il est donc plus long que celui qui va se fixer directement au niveau du processus coracoïde. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va appeler cette portion-là le chef long du biceps et cette portion-là le chef court du biceps. Et en arrière, vous avez le muscle coracobrachial qui va donc s'insérer aussi au sommet du processus coracoïde dans un tendon conjoint avec le biceps. C'est pour ça que des fois, on appelle ce tendon-là le coracobiceps. On avait dit que vous avez les muscles et vous avez aussi des vaisseaux. Parmi ces vaisseaux-là, vous avez l'artère axillaire qui est le seul vaisseau qui va irriguer le membre supérieur. Donc, l'artère axillaire assure la vascularisation des parois de la fosse axillaire et des régions environnantes pour ensuite continuer plus distalement et devenir l'artère principale du membre supérieur. OK? L'artère, donc elle commence par en haut, l'artère subclavière, dans le cou, devient artère axillaire au niveau du bord latéral de la première côte, subclavière ici, hop, il arrive ici, artère axillaire. Au niveau du bord inférieur du grand pectoral, il deviendra artère brachiale. OK? Donc, l'artère axillaire, grâce au petit pectoral, est divisée en trois parties. Moi, j'adore cette division parce que ça va se voir qu'au niveau du schéma. Vous allez, bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir faire la dissection cette année, mais si vous faites la dissection cette année, vous n'allez pas pouvoir voir ça aussi bien détaillé parce qu'il ne faut pas oublier que cet espace-là, il est tout petit, tout rikiki. Donc, pour mieux voir, on a étalé ça. OK? Donc, là, mes amis, qui est-ce qui vient encore? Gine Francesca Logène, enchanté. OK? C'est maintenant que tu viens pour le cours. C'est pas mal. J'ai jamais compris comment est-ce que vous faites pour être en retard pour une présentation virtuelle. Si c'était un présentiel, j'aurais pu comprendre, mais là, vous n'avez qu'à vous asseoir et cliquer sur le lien. Comment est-ce que vous faites pour être en retard? Gine, tu peux m'expliquer comment tu fais pour être en retard? Elle va faire celle qui n'a pas le son. Monsieur, j'étais présente, oui. Ah, donc c'est J'étais présente. l'Internet a été coupé? C'est à cause de ma connexion Internet. Ah, ok, Oui, monsieur. d'accord. Wow, qui est-ce qui a oublié d'éteindre? C'est Alcindor Vanessa qui a oublié d'éteindre son micro. Heureusement que
en tant qu'administrateur, je peux la fermer pour elle. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes pendant mon cours qui chantent. Wow. Pas mal, c'est sûr. Donc, oui, c'est arrivé. L'artère axillaire est divisée en trois parties par le muscle petit pectoral qui la croise antérieurement. Attendez, on dirait que j'ai une question. Problème d'Internet, OK? D'accord. Et Neftali qui se met à rire et à pleurer en même temps. Neftali, bravo. Tu pleures et tu ris en même temps. Ouais, elle aime pas continuer. Vous voulez pas que je continue, c'est ça? Donc l'artère est divisée en trois parties. Je vais agrandir ces trois parties. Donc, une première partie suprapectorale qui est au-dessus du petit pectoral. Une deuxième partie qui est rétropectorale qui est en dessous. Deuxième partie que vous n'allez pas voir parce que en dissection, vous allez devoir sectionner le tendon du petit pectoral pour bien voir. Donc, vous n'allez pas voir la partie rétropectorale. Et la troisième partie est infrapectorale qui est au-dessous du petit pectoral. OK? Et généralement, on vous dit que 6 branches partent de l'artère axillaire. Malheureusement, vous allez devoir étudier toutes ces branches, au moins les reconnaître sur le schéma, parce que je peux vous donner ce schéma-là, je retire la légende, comme vous avez pu le constater. Ah non, vous n'avez pas encore composé avec moi. Comme vous allez le constater, OK? Donc, généralement, 6 branches partent de l'artère axillaire. Je vais me contenter de les citer. Elles sont en gras sur le schéma. OK? L'artère thoracique supérieure, l'artère thoraco-acromiale, l'artère thoracique latérale. OK? L'artère subscapulaire, l'artère circonflexe humérale antérieure, l'artère circonflexe humérale postérieure. OK? Et donc, vous devez les pouvoir les identifier sur le schéma et vous devez pouvoir les reconnaître en dissection, mais c'est pas évident parce qu'elles ne sont pas aussi épaisses que cela paraît sur le schéma. Donc, cette artère est accompagnée de la veine axillaire, OK, qui commence donc, Monsieur, attendez, attendez, s'il vous plaît. oui, 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 Monsieur, oui, je oui, t'écoute, attendez, s'il vous plaît. je dois Pour attendre. la terre axillaire, vous avez donné... Allô, monsieur? Oui, je t'écoute. Pour la terre axillaire, pour la terre axillaire, vous avez donné plusieurs nominations. C'est-à-dire, au niveau du cou, Non, j'ai l'artère pas prend donné un plusieurs autre nom. nominations. J'ai dit que la partie, ça part du cœur. La partie qui est sous la clavicule s'appelle artère subclavière. Après ça, elle va devenir artère axillaire. Ensuite, elle finit par devenir artère brachiale. OK? Donc, Ah, ok, l'artère monsieur. subclavière devient artère axillaire au niveau du bord latéral de la première côte. Donc, de là à là, tu as l'artère subclavière. À partir d'ici, tu as l'artère axillaire. Et à partir du bord inférieur du grand pectoral ou bien le bord inférieur du grand dorsal, elle ne va plus s'appeler artère axillaire, elle va s'appeler artère brachiale. Ça va? Oui, monsieur, merci. Tu vois l'avantage du virtuel parce que si c'était en présentiel, je t'aurais demandé de venir et tu aurais dû voir ça sur l'écran. OK. Donc, nous avons la veine axillaire qui accompagne l'artère axillaire et qui va naturellement donner des veines satellites à toutes les autres artères, sauf ici, vous avez une veine qui va venir, donc j'ai oublié le nom, à la veine céphalique, voilà, qui va venir de le sillon deltopectoral, que vous allez devoir chercher en dissection, la veine céphalique. OK?
Bon, en clinique, imaginez la vascularisation du membre. Je vous fais grâce de ça. OK? Monsieur, les veines, ce n'est pas important ou... Les veines? Non. Ce Oui. sera important, c'est si vous faites la chirurgie vasculaire. Donc, vous prenez ça à titre d'information, bien que je sais qu'un bon étudiant, à titre d'information, veut dire pour vous que c'est pas la peine qu'on étudie, qu'on même qu'on lise ça. OK? Donc, Ok, monsieur, merci. ouais, merci. Ouais, ça veut dire que c'est pas bien étudié. Donc, les fractures de la première côte, vous lisez, vous devez reconnaître les fractures de la première côte au niveau d'un cliché. OK? Et se rappeler que ces fractures peuvent provoquer des lésions graves de la dernière partie de l'artère subclavière ou de la première partie de l'artère axillaire. Bon, je n'insiste pas parce que personnellement, moi, j'ai jamais vu ce traumatisme-là. Mais par contre, la luxation antérieure de la tête du numérus, vous devez retenir ça. Donc, une luxation, c'est la perte du vis-à-vis articulaire. Donc là, vous avez la tête qui est à sa place et qu'elle s'en va. OK? Et vous devez pouvoir reconnaître, OK, la clinique d'une luxation de l'épaule. Sur l'Internet, vous avez un meilleur schéma que je n'ai pas mis là, mais vous pouvez chercher. En fin de compte, vous avez la perte de l'arrondi de l'épaule. Vous voyez ici, vous avez une épaule normale qui est bien ronde et ici, elle devient carrée. C'est ce qu'on appelle le signe de l'épaulette. Vous avez votre sillon deltopectoral qui est bien visible du côté sain, mais du côté atteint, il n'est presque pas visible parce que vous avez la tête humérale qui se retrouve dans la cavité axillaire. Et la palpation du deltoïde, ici vous allez palper la tête, là vous allez voir que c'est vide. Donc c'est la vacuité de la glène. Ensuite, la personne ne pourra pas coller son coude au corps. On appelle ça abduction irréductible. Et en présentiel, on apprendra comment faire la réduction de la luxation de l'épaule. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire. Grâce à la veine, on peut avoir un abord veineux. On peut même envoyer une sonde directement dans le cœur pour voir comment ça marche. Et c'est tout pour l'artère. Bon. Je vais m'arrêter là parce que je suppose que je dois avoir au moins la moitié de la classe qui soit n'est plus devant son écran, soit est en train de s'endormir. Donc, je vais m'arrêter là parce que le plexus brachial, c'est un truc assez solide parce que vous avez la constitution du plexus et la distribution et vous devez avoir des idées claires. Donc, je m'arrête là et jeudi, on verra, au Pierre Watson qui vient d'arriver, et jeudi, on verra donc le plexus brachial. OK? Comme vous pouvez voir, il y a un tas de schémas pour le plexus brachial. OK? Donc, on verra le plexus brachial et ça se finit ici. On verra le plexus brachial au prochain cours. Est-ce que vous avez des questions? Non? D'accord. Au revoir tout le monde et à jeudi. Au revoir et merci, monsieur. Monsieur. Au revoir.